Aujourd'hui, je te parle de comment choisir ces objectifs photos qui sont adaptés à la photographie animalière. Tu le sais, c'est une grosse question, c'est une question qui revient souvent. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il y a tellement de choix sur le marché qu'on est vite perdu. Donc aujourd'hui, je te donne toutes les billes pour savoir comment choisir son objectif et je te fais même une petite sélection selon ton budget en fin de vidéo. C'est parti, générique. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. C'est la troisième vidéo de notre série sur le matériel. Donc j'ai fait une première vidéo où je t'ai présenté du coup le matériel que j'utilise au quotidien. Hier je t'ai fait la vidéo sur comment choisir son boîtier et aujourd'hui on va parler des objectifs comme promis. Quand on commence la photographie et pas que, à chaque fois qu'on se pose la question de changer d'objectif, c'est la galère parce qu'il existe un parc optique énorme dans toutes les marques, donc le choix il est terrible. Il y a les marques natives comme on appelle, donc c'est-à-dire les objectifs Canon, Nikon, Sony par exemple. Et il y a aussi les autres marques, donc Sigma, Toshiba, Zeiss, etc. qui te proposent des objectifs pour toutes les marques. Donc comment choisir une marque native, une marque secondaire, quelle focale, quels paramètres, pourquoi des différences de prix énormes parce que tu as des objectifs à 100 €, tu as des objectifs à 100 000 €. Donc comment s'y retrouver? Je te dis ça. Alors pour commencer, sache que l'objectif c'est vraiment le meilleur investissement que tu puisses faire en photographie. C'est pas ton boîtier, c'est pas ton flash ou je ne sais quoi, alors à moins que tu fasses de gros studios, c'est vraiment tes objectifs, c'est la priorité dans ton matériel. Donc il faut toujours investir dans des bons objectifs parce que ça coûte cher et que c'est dommage d'acheter un objectif pourri, on va dire, et que tu as envie de le changer dans 6 mois. Le but d'un objectif, c'est qu'il te suive de très longues années, c'est increvable un objectif. Contrairement à un boîtier qui a une durée de vie, allez, selon la fréquence à laquelle tu fais des photos, on va dire entre 3 ans et 6-7 ans maximum pour un boîtier. Un objectif, ça va pouvoir te suivre 10, 15, 20 ans s'il faut. Donc c'est important de correctement le choisir. Premier critère de choix, la focale. Alors qu'est-ce qu'on appelle la focale? En fait, c'est exprimé en millimètres et c'est en fait la distance qui va séparer ta lentille extérieure et ton capteur. L'objectif qui me filme ici, c'est un 50 mm. Cet objectif-là, par exemple, c'est un 135 mm. Donc il est plus grand et il va permettre de photographier d'un peu plus loin. Plus la focale est courte, plus c'est ce qu'on appelle des grands angles. C'est-à-dire qu'en dessous de 50 mm, les 18, 15, 20, 25 mm, 35 mm, c'est ce qu'on appelle des grands angles. C'est-à-dire que tu auras un champ de vision très large et c'est des objectifs qui sont parfaits par exemple pour le paysage. Tu peux aussi faire des portraits avec des grands angles, il n'y a aucun problème. Si tu veux photographier des gens en incluant des paysages, le grand angle, c'est ce qu'il y a de mieux et c'est ce qu'il y a de plus facile à utiliser. Ensuite, tu as ce qu'on appelle des objectifs standards, c'est-à-dire un peu entre deux, donc c'est ce qu'on appelle les 50 mm souvent. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un objectif standard, il est très polyvalent, il peut autant faire du paysage que du portrait, même s'il est quand même plutôt portrait que paysage. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle les téléobjectifs. Donc les téléobjectifs, c'est ce qu'on appelle des longues focales. Typiquement, ça, c'est un téléobjectif, c'est tout ce que tu vas trouver au-dessus de 50 mm. Donc le premier choix, c'est est-ce que tu veux un grand angle ou un téléobjectif? À savoir que le téléobjectif est très bien pour le portrait, tu pourras pas beaucoup faire de paysage avec. Le grand angle, il est très bien pour inclure un décor, un paysage, etc. Et il est bien pour se tenir prêt. Si tu sais que tu vas faire beaucoup de photos en intérieur, ne prends pas un 200 mm. Tu vas être coincé contre un mur, tu vas juste photographier le nez des gens. Si tu veux faire un peu de photos en intérieur, il faut prendre un 50 mm, voire même en dessous. Deuxième critère de choix qui est ultra important, surtout si tu veux faire de la photo animalière, c'est l'autofocus. Alors déjà, sache que tous les objectifs n'ont pas forcément d'autofocus. Tu as parfois des objectifs qui n'ont qu'une bague de mise au point en manuel. Donc c'est hyper important. Des fois, si tu vois des objectifs qui sont vraiment pas chers, des fois c'est pour ça. C'est parce qu'il n'y a pas d'autofocus. Ensuite, si tu as un autofocus sur ton objectif, sache qu'ils ne se valent pas tous. Il y a plusieurs technologies de mise au point. En fait, c'est un moteur. Tu as des objectifs qui sont très axés sport. L'exemple type, c'est le 70-200 mm. C'est un objectif qui est vraiment sport et du coup, tu as un autofocus ultra
ultra performant. Tu vas jamais avoir de loupé d'autofocus, même si tu photographies un chien qui court à 60 km/h. Si tu regardes les bords de Roland Garros, ils sont tous au 70-200 quasiment. Quand tu shootes une balle de tennis, c'est compliqué. La vitesse d'autofocus, ça peut être un critère de choix, surtout dans l'animalier. Pour te donner un exemple, là moi je suis sur des focales fixes, donc Sigma. Troisième critère de choix, c'est la flexibilité. Alors il faut savoir qu'en photographie, tu as un peu deux clans. Tu as d'un côté le clan des zooms et de l'autre côté le clan des focales fixes. Moi, je suis du clan des focales fixes. J'ai des amis qui sont plutôt du clan des zooms. Ça dépend vraiment de ce qu'on préfère et de notre façon de photographier. C'est quoi la différence entre les deux? Donc en fait, une focale fixe, par exemple, ici c'est une focale fixe, c'est un 135 mm. 135 mm, ça sera toujours 135 mm. Je ne peux pas le faire varier et zoomer, dézoomer en faisant 50 mm, 24 mm, 200 mm. Ça c'est un 135, peu importe les conditions, j'aurai toujours 135 mm avec ça. Ici j'ai un zoom et c'est un 15-85 mm. Donc si je zoome pas, j'ai un 15 mm. Si je zoome ici, ça devient un 85 mm, d'accord? Donc tu as une bague de zoom en fait en plus et tu peux faire varier ta focale. Donc dit comme ça, on se dit bah du coup c'est quoi l'intérêt des focales fixes? Parce que du coup c'est quand même cool de pouvoir zoomer et dézoomer. Certes, c'est très bien de pouvoir zoomer et dézoomer. Par contre, en fait, le gros avantage des focales fixes sur les zooms, c'est que souvent tu auras une plus grande ouverture, donc ça je t'en parlerai juste après. Et en plus de ça, souvent ils ont une meilleure qualité d'image que les zooms. Il faut savoir aussi qu'un zoom c'est plutôt lourd par rapport à une focale fixe, parce que tu as forcément un peu plus de jeu de lentilles, enfin voilà, tu as quand même beaucoup plus de choses dans un zoom que dans une focale fixe. Alors après, ça se discute parce qu'il y a des focales fixes très lourdes, mais dans la majorité des cas, un zoom va être beaucoup plus lourd qu'une focale fixe. Donc la flexibilité, en fait, c'est qu'est-ce que tu veux photographier? Parce que si tu sais que tu vas photographier du reportage, de l'action, surtout du reportage, il va falloir que tu t'adaptes très vite. Donc dans ce cas-là, les focales fixes, ça peut être un problème. Donc tu peux préférer les zooms du coup pour pouvoir vraiment vite zoomer, dézoomer et être très réactif. Les focales fixes, c'est très bien si tu as le temps de te poser, voilà, plus sur une séance programmée, pas forcément un reportage, etc. Et quoique je connais des photographes de mariage qui préfèrent largement travailler en focale fixe, mais souvent ils ont deux boîtiers sur eux. Donc ils montent deux objectifs différents sur leurs deux appareils photo et ils jonglent entre les deux appareils photo. Ça pallie le problème du zoom et ils ont l'avantage d'avoir des très belles qualités d'image avec des grandes ouvertures. Donc à toi de voir tes besoins, ce que tu aimes faire, tes habitudes et teste les deux. Je te conseille, tu peux louer des objectifs à la journée si tu veux les essayer avant de faire ton choix. C'est quand même pas mal parce qu'un objectif c'est un investissement et c'est dommage d'acheter des focales fixes si finalement tu t'arrives vraiment pas à photographier en focale fixe et si tu préfères les zooms. Et à l'inverse, c'est très dommage d'acheter un zoom alors qu'au final tu te rends compte un an après que tu préfères vraiment les focales fixes. Après les objectifs ça se revend, mais c'est quand même bien de partir directement sur des choses où on sait qu'on apprécie travailler avec. Donc si je récapitule les avantages de la focale fixe. La focale fixe elle est légère, elle est souvent un peu plus compacte, elle a un meilleur piqué, donc une meilleure qualité d'image, elle a une grande ouverture. Par contre l'inconvénient c'est qu'il faudra souvent changer d'objectif, c'est un peu moins flexible. Le zoom par contre il est beaucoup plus polyvalent, c'est l'avantage. Tu n'auras besoin que d'un seul objectif contre peut-être 2 ou 3 objectifs en focale fixe. Par contre, il est plus lourd souvent et il a une ouverture moins importante. Quatrième choix, c'est selon tes besoins en basse lumière. Si tu sais que tu vas shooter régulièrement en basse lumière, c'est super d'avoir une grande ouverture. L'ouverture, c'est ce qu'on appelle le f/ un chiffre derrière. Donc en fait, si tu sais que tu vas souvent photographier dans des conditions de lumière difficiles, coucher de soleil, enfin fin de coucher de soleil ou photographie d'intérieur, c'est bien d'avoir un objectif qui ouvre au moins à f2.8. Donc c'est-à-dire f1.8, f1.4, f2.8, etc. Et si tu pars sur des objectifs très basiques ou des zooms très basiques, souvent ils ouvrent pas en dessous de 3, 5, 4, 5, 6. Et tu verras que tu seras très vite limité avec des objectifs qui ouvrent à ces valeurs-là. Autre chose à prendre en compte aussi par rapport à l'ouverture max, c'est que sur du portrait, on aime bien avoir un joli flou d'arrière-plan. Et le joli flou d'arrière-plan, en fait, il est donné par l'ouverture. Donc plus ton ouverture est grande, plus tu auras un joli flou d'arrière-plan. Par exemple, ma focale fixe 135 mm ouvre à f1.8 et ça me fait un super beau flou d'arrière-plan. Tu n'auras pas sur un zoom qui ouvre à 5.6 par exemple. Après, ton flou d'arrière-plan, il dépend aussi de ta focale. Plus ta focale est longue, c'est-à-dire un 200 mm te donnera un plus joli flou,
qu'un 24 mm par exemple. Le cinquième critère de choix, c'est la stabilisation optique. Tu en as peut-être entendu parler. Si je prends l'exemple de ce zoom ici, il y a une stabilisation. J'ai un petit bouton ici avec stabilizer, ça s'appelle, et je peux le mettre en on ou en off. Pour savoir s'il y a une stabilisation, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, les objectifs, tu vois, tu as 50 mm machin et tu as plein de lettres derrière. Et selon les marques, les lettres veulent rien dire. Je vais te donner des exemples. Chez Canon, la stabilisation, c'est ce qu'on appelle IS. Donc si tu vois un objectif où il y a les petites lettres IS sur un objectif Canon, ça veut dire qu'il est stabilisé. Chez Nikon, ça sera écrit VR. Chez Tamron, c'est VC. Et chez Sigma, c'est OS. Donc si tu as ces lettres-là derrière ces objectifs-là, ça veut dire que tu as une stabilisation. À quoi sert la stabilisation ? La stabilisation, c'est une technologie que tu as à l'intérieur de l'objectif et qui va éviter les flous. Les flous liés au tremblement de ta main. Donc c'est-à-dire que tu as un système qui va compenser les mouvements de l'objectif pour te permettre d'utiliser des réglages que tu ne pourrais pas utiliser autrement. Je donne un exemple. Je photographie à 50 mm. C'est un 50 mm classique plein format. Je vais devoir utiliser des vitesses supérieures à 1/50e de seconde. Si je me mets à 1/20e de seconde, j'ai un risque d'avoir des flous parce que ma main va trembler et j'aurai des photos complètement foirées. Si j'ai une stabilisation sur mon objectif, je vais pouvoir descendre en dessous de 1/50e de seconde. Donc ça dépend après de la stabilisation. Tu as des stabilisations qui te permettent de gagner 1, 2, 3 IL. Donc par exemple, s'il me fait gagner 1 IL, je pourrais descendre à 1/25e de seconde. S'il me fait gagner 2 IL, je peux même descendre à 1/10e ou 1/15e de seconde. Pour la photographie animalière, c'est pas forcément utile. Je te le dis direct, ça coûte très cher la stabilisation, surtout sur un bon objectif. Tu en payes vraiment le prix. Sur de l'animalier, dans tous les cas, tu vas devoir utiliser des grandes vitesses parce que l'animal il bouge. Tu peux pas te permettre d'utiliser des faibles vitesses. Donc en fait, la stabilisation en animalier, elle te sert pas à grand chose. Elle peut te servir à la limite sur du reportage, basse lumière, parce que du coup, tu peux être un peu limité. Mais en fait, si tu prends des gens en mouvement, de toute façon, ça ne te servira pas. Alors à moins d'avoir un téléobjectif par exemple 70-200, il est souvent stabilisé. Et c'est vrai que si tu te mets à 200 mm, bah c'est quand même bien de pouvoir se mettre à 1/100e de seconde, ça te permet quand même de figer certains mouvements. Et si tu as une stabilisation, c'est peut-être pas mal. Mais en tout cas, sur un objectif plus court, c'est un peu superflu. Sixième critère de choix, c'est sa compatibilité avec ton matériel. Ça paraît con, mais je connais des gens qui ont acheté des objectifs et qui en fait, une fois reçus, ils étaient tout contents et en fait, ça ne se fixait pas sur leur boîtier. Donc fais très attention à ça, sache qu'il existe des objectifs qui ne se montent que sur des capteurs APS-C. Par exemple, l'objectif que j'ai là, c'est un zoom et il n'est compatible qu'avec des boîtiers APS-C. Je ne peux pas le mettre avec un capteur plein format. Donc c'est bien important de prendre en compte la monture de l'objectif. Si par exemple tu es chez Canon, tu vas devoir utiliser des objectifs EF. EFS, c'est ce qu'on appelle les objectifs pour APS-C, ou RF si tu es sur de l'hybride. Donc attention à ça, sois bien au courant de la monture de ton appareil photo pour mettre et pour acheter que des objectifs qui sont compatibles. Je te mets ici une petite capture avec un tableau qui te récapitule toutes les lettres en fonction du boîtier. Alors je t'ai mis les marques principales et j'espère que je ne me suis pas trompée. Si jamais vous me dites en commentaire si je me suis trompée, j'ai un petit doute sur Sony parce que c'est un peu différent le fonctionnement chez Sony par rapport aux autres marques. Mais en tout cas, ces petites lettres là, c'est hyper important de les prendre en compte pour ne pas te tromper dans le choix de ton objectif. Septième critère de choix, la marque. Là aussi, c'est un peu débat. Il y a des gens, par exemple, s'ils ont un boîtier Canon ou Nikon, ils n'achèteront que des objectifs Canon ou Nikon. Moi, personnellement, je m'en fous. Il y a d'autres marques, genre Sigma, Zeiss, enfin il y en a plein d'autres, qui te font des objectifs beaucoup moins chers, 2 ou 3 fois moins chers, qui finalement rivalisent complètement avec les objectifs natifs. C'est pas le cas pour toutes les focales, mais dans quasiment, on va dire, tous les objectifs, on va dire, de référence, ils existent autant chez Canon que chez Sigma, que chez Tamron. Donc tu peux le payer moins cher chez une autre marque et il sera parfois tout aussi bien. Alors parfois, c'est plutôt sur l'autofocus que ça peut poser problème. Tu peux avoir des back front focus que tu auras un peu moins sur des objectifs natifs. Mais vu les différences de prix, franchement, c'est un calcul à faire. Moi, je préfère Sigma par exemple. J'adore la série des Art. C'est vraiment à toi de te faire ton idée. Essaye-les, compare-les.
Va sur les sites comparatifs type lesnumériques.com, tu verras des super comparatifs qui vont te dire un peu ce qu'il en est vraiment. Donc maintenant, je t'ai fait une petite sélection vraiment axée photographie animalière selon ton budget. Alors déjà, si tu as un budget inférieur à 300 €, tu peux partir, et je te conseille vraiment de partir sur un 50 mm f1.8. C'est un objectif qui vaut que dalle, enfin que dalle. On est d'accord, un objectif c'est toujours un budget, mais vraiment c'est un super rapport qualité-prix. Donc il ouvre à f1.8, tu peux vraiment profiter d'une super grande ouverture et ça c'est génial parce que du coup tu vas t'éclater en portrait et en même temps tu vas pouvoir faire des photos d'intérieur parce que c'est une focale relativement courte, donc c'est très bien pour l'intérieur et tu vas pouvoir shooter en basse lumière vu qu'il ouvre très grand. Donc si vraiment tu as un petit budget et si tu commences vraiment à te lasser de ton petit objectif kit 18-55 f3.5, pars sur le 50 mm f1.8, tu vas commencer à tâter de la focale fixe et de la très grande ouverture. Et je te montre là sur le côté un peu des photos que j'ai prises avec mon 50 mm et tu verras que c'est quand même vraiment sympa comme objectif, tu peux déjà t'éclater. Bon, par contre, pour ce prix-là, il a forcément des défauts et je t'avoue qu'il fait quand même pas mal de ce qu'on appelle aberration chromatique. Donc dès que tu auras une forte lumière, tu vas voir comme des liserés un peu vert, violet parfois sur tes photos. C'est pas dramatique, c'est vraiment pas dramatique pour te dire, c'est un objectif que j'utilise encore dans mes séances professionnelles, donc avec mes clients, et ça a une qualité largement potable. Après, une fois qu'on connaît ses défauts, on sait faire en sorte de ne pas les avoir sur les photos. C'est un entraînement, voilà, une fois qu'on connaît bien les réglages à faire, ça marche tout seul. Si tu veux faire de la photo d'action, si tu es plutôt sur des reportages, je te conseille le fameux 70-200. C'est vraiment la référence de la photographie animalière et surtout de la photo d'action. Tu n'auras aucun problème d'autofocus avec ces objectifs-là. Alors attention, peu importe les marques, il existe 4 types d'objectifs 70-200. Il existe à f4, donc c'est une ouverture qui est relativement grande. Tu peux vite te retrouver limité sur ton action si tu es en forêt, que tu n'as pas beaucoup de lumière. F4, ça peut être limité, donc je te conseille plutôt de partir sur le f2.8. Après, forcément, il est plus cher, donc selon ton budget, à voir ce qui est possible. Donc il existe en f4 et en f2.8, et ensuite, il existe en version stabilisée et en version non stabilisée sur les deux ouvertures. Donc le budget sur un 70-200, il peut aller du simple au quadruple. Donc fais vraiment attention à ça. Si je te donne un exemple, le f2.8 stabilisé chez Canon pour réflexe, il est à 2100 €. Et tu peux le trouver chez Sigma ou Tamron à 1300 € à peu près. Celui qui est en f4 non stabilisé, chez Canon, il est à 700 €. Et si tu le prends en stabilisé, il est à peu près 1300 €. Voilà, c'est pour te donner à peu près une ordre d'idée des prix. Même si encore une fois, la stabilisation, elle ne sert pas forcément. Et même en action, je te conseille même de la désactiver, cette stabilisation. Ensuite, les objectifs vraiment axés portrait, j'en ai déjà parlé mais je le répète, je suis une grande fan de la série des Sigma Art. Alors je te conseille de les tâter parce que pour le portrait, je trouve qu'ils sont exceptionnels. On aime ou on n'aime pas. Tu as le 85 mm, le 105 mm, donc le 85 il est à f1.4. Le 105 il est à f1.4 et le 135, celui que j'ai ici, il est à f1.8. Pour le 85 mm f1.4, il faut compter à peu près 1100 €. Le 135 mm, il est à 1300 €. Donc ça reste quand même du très gros budget et ça reste des focales fixes, donc c'est si tu apprécies travailler avec des focales fixes. Si tu es plutôt sur des zooms, je peux te conseiller aussi le 24-70 mm. Pareil, c'est très gros budget, en plus c'est un zoom, donc c'est toujours beaucoup plus cher. Il ouvre à f2.8, donc très lumineux. C'est un superbe objectif et c'est ce qu'on appelle une ouverture constante. Donc peu importe comment tu zoomes, par exemple si je prends celui-là, si je suis à 15 mm, il ouvre à f3.5. Si je me mets à 85, il ouvre à 5.6. Donc c'est assez chiant si tu photographies en mode manuel parce que du coup dès que tu vas zoomer tu vas devoir revoir tous tes réglages. L'avantage de ces zooms, que ce soit le 70-200 2.8 ou le 24-70 2.8, c'est des ouvertures constantes. Donc ça coûte forcément beaucoup plus cher mais c'est un confort inestimable. Pour te donner un exemple, chez Canon, le 24-70 f2.8, il est à peu près à 1800 €. Alors évidemment, il existe énormément d'objectifs, au-delà de ceux que je t'ai présentés là. Je connais des photographes animaliers aussi qui utilisent des objectifs macro, par exemple le 100 mm macro, je sais qu'il est assez bien aussi pour le portrait. Mais grosso modo, les objectifs que je viens de te présenter là, c'est vraiment des références et tu peux y aller les yeux fermés, c'est des superbes objectifs et tu ne seras pas déçu du résultat. Comme je te dis, un objectif, c'est vraiment un investissement sur le long terme. Ça coûte très cher, mais tu ne regretteras jamais ces achats-là, ça c'est sûr et certain.
Par contre, sois sûr quand même de partir sur des objectifs qui te conviennent. C'est pour ça que je te conseille quand même de les louer avant de les acheter. Comme ça, tu te fais un peu la main dessus et tu vois si ça te convient vraiment. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça répond à pas mal de tes questions et que tu sauras choisir tes objectifs un peu plus facilement parce que c'est comme pour les boîtiers, on évite de se noyer dans cette folie des objectifs. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas, en commentaire, tu peux me donner toutes tes idées de vidéos qui te passent par la tête, tout ce que tu as envie d'entendre, tout ce que tu veux que je te présente pendant ces 30 jours de défi avec une vidéo par jour. Sinon, je te dis surtout porte-toi bien, on se dit à demain et ciao!